Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sur le terrain de Jumpstart Studio. Aujourd'hui, nouvel épisode avec un invité en la personne de Sébastien Cornet, fondateur d'Esprit Padel, Esprit Padel Shop, Fin de Piste. Donc voilà, trois entreprises pour l'instant. Hein. Je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est en cours d'évolution également de ce côté-là. Absolument. Bonjour à tous. Du coup, avant de te présenter, je me présente. Je suis Jordan, le fondateur de Jumpstart Studio. On est une agence de production de contenu et de gestion de réseaux sociaux. On travaille principalement avec des acteurs du sport et du divertissement. Et si on est là aujourd'hui, si on se connaît, nous, c'est à travers le padel, puisque absolument. Voilà, je suis pas un grand consommateur, parce qu'il y en a qui sont très très grands consommateurs d'Esprit Padel, mais je suis un consommateur, on va dire, régulier d'Esprit Padel. Parmi les premiers joueurs. Ouais, j'étais l'un des premiers à venir, en tout cas, je pense. Retour d'Australie. Tu sais, je me souviens de toi, tu avais fait un tour du monde. Oui. Je regardais tes vidéos. Premier Téléthon. Et premier Téléthon, 24 heures de premier padel. Téléthon, je crois que c'est moi qui ai donné l'idée, non, ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'il y avait. Possible, mais il me semble qu'il y avait eu un truc comme ça. Je prends beaucoup d'idées qui viennent des joueurs, parce que je trouve que chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice et c'est super riche si on est capable de les écouter. Donc c'est quelque chose que je fais régulièrement. J'ai pas mal d'anecdotes comme ça. Je me souviens, on s'était tout à fait possible. On s'était vraiment bien marré là avec sur ce premier Téléthon là. C'était top. Du coup, Sébastien, qui es-tu Parle-nous un peu de ton parcours, ton passé. Tu m'as fait une presse là vendredi dernier dans le cadre d'un événement qu'on a eu. Un peu plus court. Ouais, mais t'as un parcours assez atypique. Ouais, j'ai un parcours mouvementé. Moi, je suis niçois à la base. Donc on commence par là. J'ai passé une thèse de recherche en biologie. Immunologie, donc je fais mes études à Nice, je monte à Paris pour ma thèse. Une fois que j'ai ma thèse, je pars en Belgique pour travailler dans une société de biotech que j'accompagne sur le développement d'un laboratoire. La recherche, c'est compliqué un peu partout en Europe. La boîte est rachetée. Je pars 2 ans sur le circuit WTA avec Alizé Cornet, qui est ma sœur, donc une joueuse de tennis pro, parce que je suis aussi son agent. Parmi les différentes casquettes que j'ai. Il n'en reste pas moins que la carrière d'agence est un peu compliquée, et j'ai très envie de refaire de la recherche, donc on descend sur Lyon en 2011, où je continue à travailler dans la recherche pendant 4 ans. Et puis j'en ai un peu assez, parce que c'est compliqué, parce que les contrats sont de courte durée, et j'aime bien travailler à ma main sur une longueur indéfinie. Et du coup, je décide de devenir agent de joueur à temps complet. Ça, je fais pendant 2 ans. Je pars 26 semaines par an avec ma sœur. Mais j'ai 2 enfants. Et évidemment, c'est compliqué de ne pas être du tout à la maison pendant des périodes aussi longues. Donc, pendant les déplacements avec Alizé sur le circuit, je commence à construire le business model d'Esprit Padel, en sachant que c'est un sport en pleine expansion, qui a beaucoup de réussite en Espagne. Tu as connu le padel, je suppose, peut-être sur un tournoi de tennis avec ta sœur, ou comment t'as... Alors oui, on en a croisé pas mal, mais pas tout de suite. J'ai rencontré le padel à Sofia Antipolis. Ok. Dans le centre d'entraînement d'Alizé, qui était le Sofia Country Club et maintenant la Patrick Mouratoglou Academy, où il y a Robin Aziza qui a monté le premier club de padel dans le sud de la France. D'accord. De notre côté, nous, on est du sud-est. Et on avait vu effectivement l'engouement, la joie et vraiment le fun qui était autour du padel. Et c'était quelque chose qui nous restait toujours, je dis nous, parce que c'était un projet familial. On avait ça en arrière-plan sur la dimension. Il faut le garder en tête parce que c'est quand même super ludique, très sympa, soit pour la pratique. Et puis en plus, il se trouve qu'Alizé, elle joue aussi très bien au padel. Donc je me suis dit, maintenant je bosse dans le sport. Je suis assez structuré, je vais essayer de monter un business plan. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Boum, le paddle. Et j'ai construit le modèle d'Esprit Padel autour de ça. Ouais. C'est le premier club indoor de la région lyonnaise. Ah non, il y avait à l'époque Padel Central. Ouais, c'est vrai, il y avait Padel Central à Dardy. Nous, on ouvre en janvier 2018 et lui, il ferme en décembre 2017, je crois. Ouais, donc c'est arrivé au bon moment parce que tu as été pendant un certain temps le seul club de la région de Lyon, le seul club de padel indoor de la région de Lyon, quoi. Donc on pouvait jouer toute l'année. Il y avait des clubs de tennis qui ont chacun leur petit club, le plus souvent, même tout le temps d'ailleurs en extérieur, il me semble, ici à Lyon. T'as le TCM5 où t'as un terrain oui, c'est vrai, semi-couvert. Mais
C'est un avantage. Alors, c'est très bien d'être seul sur une région. L'inconvénient, c'est que tu es obligé de développer toute la pratique tout seul. Et tu peux te retrouver avec des clients qui sont parfois frustrés de ne pas avoir accès au terrain parce que, comme tu le sais, et tu le disais tout à l'heure, il y a des gens qui consomment beaucoup de paddle et qui sont là très souvent. Et nous, on a une ressource limitée, c'est le nombre de terrains. Et une fois que les terrains sont pleins, moi, j'ai des amis qui ont arrêté de venir au club parce qu'ils n'arrivaient plus à louer les terrains. Et il faut s'y prendre. Moi, je me souviens, au tout début, on disait tout à l'heure, j'étais l'un des premiers joueurs. Des fois, je montais une partie le matin, même le soir, des fois, tu vois, ou pour l'après-midi, en journée. Et aujourd'hui, mais ça, c'est impossible. C'est 2 semaines à l'avance. 2 semaines, ouais. Voire 3 semaines selon les périodes de l'année. Moi, si je m'y prends pas à l'avance, je peux pas jouer non plus. Et du coup, Esprit Padel, qu'est-ce que c'est finalement? Parce que c'est vrai qu'on en parle, mais ouais. C'est quoi Esprit Padel et c'est quoi que vous faites dans la globalité? Donc, ok, on a compris que c'était des terrains de padel, mais voilà, il y a aussi d'autres choses, je suppose. Esprit Padel, c'est une expérience. C'est du marketing, ça ou... Il paraît, ouais. Non, moi j'ai grandi dans les années 80, à l'époque où les clubs de tennis, c'était un lieu de vie. Voilà. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir connu cet état d'esprit où on arrivait le matin et on restait jusqu'au soir et il se passait toujours quelque chose, toujours quelqu'un à l'accueil. Quand j'ai monté Esprit Padel, mon envie, c'était de recréer cet état d'esprit, vraiment un lieu de vie où tu viens pour jouer, faire du sport évidemment, mais aussi potentiellement manger, discuter, faire des activités, partager différentes expériences. Donc c'est autour de ces valeurs-là, de cette idée de club de tennis des années 80 qu'on a tous adoré, que j'ai développé l'idée, le concept d'Esprit Padel. Bien sûr, après, avec le temps, ce que je disais, c'est qu'on a affiné le modèle. Moi, je reste quand même très profondément rationnel et scientifique. Donc, je fais plein de tests. J'aime bien, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Mais tu vois, tu parlais de l'événement Téléthon. Il y a quelques années, il y a René, un boulanger, qui venait jouer au club et il me disait « Seb, c'est pas possible, je peux jamais faire de tournoi le week-end, je bosse, je suis pris. » Et je lui ai dit, pas de souci, on va faire des tournois le lundi. Oui. Et oui. Et on a été le premier club en France à faire des tournois de paddle en journée. Tout le monde pensait que c'était une absurdité. Et on sait maintenant à quel point il y en a un peu partout. Et tu vois, l'idée, c'est vraiment écouter les gens, essayer de les faire se sentir chez eux. Ce qui n'est pas facile parce qu'on a un passage qui est super élevé. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui passent. Mais il faut que chacun s'y retrouve. Et donc, on écoute les gens, on est vraiment présent. La création du restaurant, tu parlais de fin de piste. Donc, on a créé post-Covid, entre les 2 confinements, et puis qu'on a ouvert après. C'est vraiment, les gens, ils me disaient, quand même, ça serait sympa si on pouvait manger un petit burger, une petite salade. Et donc, du coup, j'ai investi, j'ai changé ma cuisine complètement. J'en ai fait une cuisine pro. J'ai embauché Christian maintenant, qui est notre chef cuistot. Et voilà, on a monté un resto et puis ça marche pas mal. Pour revenir un petit peu sur ta carrière avant ça, comment on passe de scientifique à agent de joueur? Souvent, tu vois, les agents, c'est plutôt des avocats ou des mecs d'école de commerce ou de management ou que sais-je. Et toi, tu étais dans l'immunologie. Comment, voilà, t'as tout appris sur le tas? Comment t'accompagnais déjà ta sœur peut-être d'avant? Comment ça s'est fait? À 15 ans, elle passe son premier tour à Roland. Elle perd au 2e contre Amé. Et à ce moment-là, c'est un peu la folie. On est approché par beaucoup de boîtes d'agents qui veulent la récupérer et tout ça. On les écoute, on regarde ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils nous racontent, qu'est-ce qu'ils veulent. Je suppose que t'es un peu perdu, quoi, les parents. Non, moi, je joue au tennis depuis toujours, mais mes parents, pas du tout. On vient pas du milieu du sport. Donc, effectivement, on n'a pas d'informations sur ce milieu-là. Et on se dit surtout qu'il ne faut pas aller trop vite. Premier élément. Alizé, elle a 15 ans, elle a la carrière qui commence. C'est pas le moment de prendre des mauvaises décisions. Et elle a beaucoup de temps pour se développer encore en réalité. Et puis, moi, je reste ce que je suis très systématique. Donc, je commence à regarder ce qu'il faut pour l'accompagner. Effectivement, je me forme. Je lis des bouquins de droit. Et du coup, je passe la licence d'agent de joueur
avec la Fédé, je crois que j'ai la 5 ou 6e licence fédérale d'agent de joueur de tennis. D'accord. Donc aujourd'hui, tu pourrais aussi encore avoir des joueurs. Absolument. Ok. Ouais, ou des joueurs de paddle, puisque maintenant c'est la C'est Fédé vrai. qui encadre la pratique du paddle, donc je pourrais m'occuper de joueurs de paddle effectivement. Donc l'idée c'est vraiment accompagner au mieux, au plus près, parce que on a toujours eu conscience dans la carrière d'un sportif, c'est que les gens montrent beaucoup d'intérêt quand tu as du succès. Que se passe-t-il une fois que tu es dans la difficulté? Parce qu'une carrière de sportif, c'est pas que des hauts. Alors bien sûr, on a des exemples qu'on connaît très bien, comme Rafa, Roger ou Djoko, qui n'ont jamais eu de baisse. Mais la réalité, c'est que tu as sans doute des vagues de succès et d'insuccès dans une carrière. Est-ce que ton agent, qui est censé être là tout le temps avec toi, te protéger, t'accompagner, te donner des bons conseils, est effectivement là quand tu redescends à la 100e place mondiale? Et l'idée, c'était de continuer à protéger, à liser au mieux. Après, moi, je suis aussi très cohérent. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas dans le métier d'agent. Et donc, je me suis entouré. On a un gestionnaire patrimonial, on a un avocat du droit des affaires. Et en fait, j'étais une sorte d'agrégateur de services pour Alizé. L'idée, toi, c'est que tu t'occupais de toute cette partie-là pour qu'elle elle se concentre sur le sportif. Ouais, quoi. tout à fait. Et la partie voyage, la partie contractuelle, les médias. Parce qu'on a beaucoup réfléchi à la manière de communiquer aussi autour d'Alizé, parce qu'il y a des enjeux réels. Donc, ma partie, c'était vraiment la soulager. Et dans la famille, je pense que c'était sans doute quelque chose de très bien au début. Après, il y aurait eu peut-être des voies d'amélioration en faisant appel à une agence qui a beaucoup de contacts, beaucoup de relations. Mais je pense qu'il faudrait lui poser la question à Alizé, savoir si elle est contente de ce qu'on a fait ensemble ou pas. En tout cas, toi, t'en es content, donc c'est l'essentiel. C'est une expérience incroyable. Je te laisse imaginer. Quand tu es passionné de tennis en plus. Non, mais je suis parti un mois avec elle en Chine, un mois aux US, un mois en Inde. Tu parcours le monde. J'ai fait évidemment les 4 tournois du Grand Chelem. Tu te retrouves sur le court avec ta sœur, souvent à jouer au tennis. Quand tu es fan de tennis, je veux dire, c'est une expérience qui est juste vraiment incroyable. C'est le kiff total. Ouais, et les victoires, alors bien sûr, tu as le pendant des défaites et tout ça, mais juste partager ça avec ma sœur. En plus, voilà, c'est ça, c'est encore plus... Tu as un lien particulier, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, selon toi, d'où te vient un peu cette envie d'entreprendre et de toujours avancer? Du coup, on parlait, là, tu veux vraiment développer plusieurs centres, etc. Comment ça se fait? T'as envie d'avancer, quoi. Tu te dis, j'ai pas envie de m'arrêter là. T'as monté le shop, qui aujourd'hui est l'un des leaders, si ce n'est le leader du marché français. Tu peux le dire, leader, ouais. Voilà, donc... Eh bien... Je sais pas trop. D'accord. J'ai pas la réponse à cette question. Je sais que très fort en moi, j'ai envie d'être indépendant. Okay. De pouvoir prendre des décisions et de voir les résultats, qu'elles soient positives ou négatives. Je te le disais dans la recherche, souvent tu es soumis à un directeur de laboratoire qui a un peu tout pouvoir, y compris financier, contractuel, et voir si tu n'es pas assez fort, il peut aussi orienter très fort ta recherche. Quand tu es entrepreneur, en fait, tu es soumis qu'à ta propre volonté, ta capacité de trouver les bons interlocuteurs pour avancer et tout ça. Donc c'est ça qui m'a donné envie. Tu vois, le départ dans le monde des agents, c'est aussi déjà cette démarche-là. Être indépendant, pouvoir développer ton activité. Et ensuite, Esprit Paddle, c'est une opportunité. Et après, j'ai envie de te dire, tu tires le fil. Tu découvres ce qui fonctionne. Là, on a un club qui, je pense, en toute humilité, est la référence du paddle sur Lyon. Le shop, on a beaucoup travaillé. J'ai eu la chance de bosser avec Geoffrey Gillan, qui est maintenant en opérationnel complet sur le shop et qui le développe de manière super efficace. Et en fait, pourquoi pas un deuxième club? Ou pourquoi pas une franchise? Et en fait, quelle est ma capacité? C'est un peu vouloir se tester, voir si on est capable d'avancer, dans quelle direction, prendre des bonnes décisions. J'ai tendance à me définir comme pas quelqu'un de très optimiste, tu vois. Et pourtant, je pense que pour entreprendre de cette manière-là et avancer,
il faut un peu parier sur l'avenir. Bah ouais, il faut l'être un peu quand même. Bah ouais. Parce que les sommes en jeu, quand tu investis pour construire un centre, ça coûte pas 50 000 euros, quoi. Donc, non, c'est un peu plus que ça, ouais. Donc, ouais, il faut quand même un peu se dire, être optimiste sur Mais le futur de la pratique. En théorie, j'ai assez réfléchi et assez préparé mon plan, entre guillemets, pour être serein, pour avancer. Tu vois ce que je veux dire? Je prépare quand même beaucoup les choses. Tu prends le temps. Je prends le temps parce que là, de comprendre les tenants et les aboutissants. Par exemple, le projet de nouveau centre, je me souviens, la première fois peut-être qu'on en a parlé, c'était il y a presque 2 ans, ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, le projet est bien mûri, entre guillemets, bien préparé. Tu mûris ton projet et après, tu saisis les opportunités. Tu vois, si on ouvre un centre prochainement, enfin, ça sera sans doute pas à l'endroit qu'on avait évoqué ensemble. Mais parfois, tu as des opportunités, tu avances, tiens, tu es prêt, le business plan, il est à peu près carré, enfin, il est même très carré. Tu as beaucoup discuté avec les banques, tu as des résultats, hop, et tu avances. Et ouais, l'envie d'avancer, elle est super importante et de voir si... c'est étrange peut-être, mais j'ai envie de voir si Esprit Paddle à Saint-Priest, là, c'est pas un coup de bol. Tu vois, peut-être tu disais, on a fait la transition avec Paddle Central, et on a ouvert juste derrière. Est-ce que c'est un coup de chance ou est-ce qu'on a vraiment les bons ingrédients? On est très bien situé, enfin c'est facile d'accès. Voilà, j'ai envie de voir si c'est pas qu'un coup de bol. Bon, je pense pas quand même, mais si du coup justement, voilà, pour prouver que c'était pas un coup de bol, comment tu as fait connaître le centre au début? Qu'est-ce que tu as mis en place? Peut-être sur la partie digitale, mais aussi peut-être sur la partie physique. C'est quoi l'idée? Comment t'as fait connaître Esprit Padel dans le milieu du sport ici dans la région? C'est une très bonne question. Il faut savoir que tout le monde savait que Paddle Central allait fermer et que nous, on allait ouvrir. Donc, il y avait déjà des rumeurs, des bruits, donc on était attendus. Donc, c'est plutôt simple d'être dans cette situation-là où tu n'es pas obligé de t'imposer vis-à-vis de concurrents. Évidemment, on a développé tous nos réseaux sociaux très rapidement, que ce soit Facebook, Insta. À l'époque, c'était tout ce qui comptait, même si on avait un compte Twitter qu'on n'a jamais utilisé, parce que c'est quand même un réseau très particulier. Et on a parlé de ce qu'on savait faire, de ce qu'on faisait à la communauté Paddle. Mais le temps nécessaire pour faire une bonne communication digitale est quand même super important. Et au début du centre, on n'était que 2-3 personnes. Donc ça fait vraiment pas beaucoup de temps pour faire de la communication de qualité. Donc on faisait un peu les choses de manière artisanale, tout en ayant en tête que notre objectif, c'était de montrer la convivialité, le sport, qu'on faisait attention aux joueurs. Ça, c'était des choses, et la qualité de nos terrains. Parce que je pense que pour un centre de paddle, ce qui est très important, c'est que les gens aient conscience qu'il y a beaucoup de hauteur, qu'il y a de l'espace, que c'est agréable, qu'il y a des animations. Il faut animer. Oui, ce que je veux dire, il y a eu beaucoup d'événements aussi, beaucoup de tournois, beaucoup de choses. Et du coup, on s'adressait à 2 populations assez différentes. À l'origine de l'ouverture du centre, les joueurs de paddle étaient plutôt des compétiteurs. Je ne sais pas si tu te souviens, mais... c'est un peu toujours les mêmes qu'on voyait venir jouer. C'est toujours les mêmes qu'on voyait, effectivement. Des gens qui venaient du tennis. Les gens qui viennent du tennis, en général, c'est des compétiteurs par définition, parce que c'est la manière dont tu évolues dans le monde du tennis. Tu fais des tournois, tu as ton classement, 31, 15 ans, peu importe. Donc, il fallait qu'on leur propose de la compétition et qu'ils puissent jouer entre eux aussi, très important. Par contre, dans le cadre de notre développement, il fallait aussi qu'on fasse des animations orientées loisirs pour qu'on ait des nouveaux joueurs entrants et qu'ils puissent s'apercevoir que même s'ils ne jouaient pas très bien, en fait, c'était fun et sympa. Donc, on a beaucoup fait d'événements. On a fait des montées-descentes, beaucoup. Oui. Le dimanche soir, là. Alors, ça, c'est celles auxquelles tu as participé, mais non, on faisait le vendredi soir sur nos 6 terrains, 24 personnes, tu montes, tu gagnes, tu perds, tu descends. Ça, c'était très sympa et très loisir. Donc ça a permis de populariser. On a pas mal communiqué aussi autour de notre capacité à organiser les parties. Les gens, quand ils viennent dans un centre de paddle, ils ont l'impression que c'est impossible d'être 4 pour jouer. J'ai un pote, j'ai 2 potes, mais on a besoin d'un 4e, c'est vraiment compliqué de trouver la bonne personne. Et nous, on a pas mal communiqué autour de notre capacité à trouver un 4e ou un 3e et 4e facilement grâce à notre système de parties ouvertes. Et en fait, petit à petit, ça s'est basé... Nous, on a beaucoup communiqué d'abord sur Facebook, qui était un média
plutôt fort à la base quand on a ouvert. Maintenant, c'est quasiment inexistant. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais. Bah, c'est assez vieillissant Facebook, donc les gens c'est plutôt Insta aujourd'hui, voire TikTok. Nous c'est notre population. Oui, c'est sûr. Nous on s'adresse à des personnes de 30 à 55 ans majoritairement. Ouais, bah, ils peuvent être sur Facebook. Ouais. Ah oui. Et il se trouve que vraiment les interactions et tout ce qu'on produit maintenant de manière un peu plus professionnelle, c'est plutôt sur Insta que ça se passe. Et on utilise aussi beaucoup WhatsApp, parce que c'est un réseau. Alors, je ne sais pas si tu le considères comme un réseau de proximité, un réseau social. Presque, hein. Franchement, il faut l'animer. Maintenant, avec les chaînes, donc on commence à utiliser les chaînes, on a créé nos communautés. Oui. Donc, on arrive à communiquer à beaucoup de personnes simultanément sur un seul canal, même s'il n'y a pas d'échange réel. Ça permet de diffuser beaucoup d'informations en une seule phrase. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Moi, je suis assez fan du côté proximité de WhatsApp. Puis en plus, c'est sur leur téléphone direct, ils reçoivent un message. C'est pas comme Facebook où toi, dans ton fil d'actualité, t'as pas forcément. Tu vas pas aller tous les jours sur la page d'Esprit Padel. Nous, on s'est aperçu très très vite de la puissance de la notification. L'application qu'on utilise, en fait, elle permet de faire des push notifications sur les téléphones des personnes qui l'ont installé. Et on validait bien sûr les conditions. Et en fait, que ce soit pour les animations, les tournois, ou les parties ouvertes, on a beaucoup utilisé ce mécanisme-là via l'application. On crée une nouvelle, hop, on pousse la nouvelle, et on s'aperçoit à quel point c'est puissant, parce que c'est pas considéré comme intrusif par les joueurs, contrairement au SMS ou le mailing, auquel il faut faire assez attention. Et en fait, la notification, c'est quelque chose de super naturel. Ils cliquent, ils s'inscrivent, ils créent des parties très, très rapidement. Donc nous, on a beaucoup, beaucoup utilisé ce moyen-là. Tu parles pas mal des nouveaux joueurs et le padel est un sport en plein boom. Là, ces derniers mois, on va dire depuis un an, on va dire ça a monté et là, c'est un peu assez exponentiel de par l'investissement de certaines personnalités publiques. Comme Cyril Hanouna par exemple, ou comme beaucoup de sportifs professionnels qu'on voit partager leurs photos au padel, joueurs de foot, délégués de Formule 1 ou des choses comme ça. C'est quoi ton regard là-dessus, et est-ce que tu vois toi concrètement sur le terrain une évolution dans le public qui vient faire des parties à Esprit Padel? C'est de toute manière, pour une pratique sportive nouvelle, je pense que toute communication des personnages publics, c'est quelque chose de très positif, parce qu'on sait maintenant à quel point justement les réseaux sociaux sont puissants. Tu parlais d'Hanouna ou de Verstappen, j'imagine. Oui, il y avait Charles Leclerc aussi, je l'ai déjà vu. Client chez Esprit Padel. Il se monte sur les terrains de paddle en train de jouer, mais même Zidane et tout ça. Donc ça, c'est vraiment super positif. Il y a eu un autre phénomène qui a été très positif et auquel on ne pense pas immédiatement, c'est la diffusion des matchs sur beIN Sport et Canal+. Et là, c'est là que tu t'aperçois que la puissance du média, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant « J'ai vu le paddle à la télé, ça a l'air sympa, très impressionnant. J'ai tapé sur Google, je vous ai trouvé, je viens vous voir. » Donc, il y a une partie réseaux sociaux qui est, on va dire, plutôt de la... Pour moi, ce n'est pas de l'entrée en matière dans la pratique sportive. C'est plutôt une fois que tu t'y intéresses, et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que les réseaux sociaux sont faits. C'est une fois que tu as un sujet d'intérêt, on te pousse les mêmes thématiques, tandis que la télé, c'est un média qui est chez toi, tu allumes, et hop, on te verse les images, et tu vois du paddle, tu as des émissions de télé, et du coup... Ça te permet plus de rentrer dans la pratique sportive. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Ouais. Et du coup, là, moi, je le vois parce que ça fait longtemps que je joue. On disait tout à l'heure, il y a 5 ans, au début, 5-6 ans, je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé, c'était toujours les mêmes. On connaissait tout le monde. Et là, c'est frappant. Depuis 1 an, quand je viens jouer, je connais plus personne parce qu'en fait, c'est tous des gens. Tu vois comme ils jouent, c'est des nouveaux pratiquants, c'est des débutants. Le niveau, globalement, a vachement baissé. Ouais. Au début, les gens jouaient tous vraiment bien, quoi. Et puis là, maintenant, évidemment, avec la popularisation du sport, tu as évidemment beaucoup plus de personnes. Le niveau a tendance à baisser. Le bruit est plus important dans le centre. Les gens rient, crient. C'est vraiment une pratique très différente du tennis et de celle qu'on connaissait, toi et moi, à l'origine. En termes de fréquentation, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'on fait 300 passages jour au club. Personne unique, évidemment. Et sur une semaine, on a à peu près 2500 personnes. Donc
évidemment, c'est super important. Et après, dans une pratique régulière, au moins une fois par mois, on a 4500 personnes qui passent au club. Au moins une fois par mois, ouais, c'est quand même... qui utilisent leur compte sur notre application. Ok. Donc, tu le sais, des fois, il y a un gars qui réserve pour 4. Donc, il y a sans doute plus de passages que ça encore. Et évidemment, le taux de réservation, il est très important. Tu disais que ce soit en journée. Je pense que le confinement et le changement du rythme de travail des personnes fait que les gens sont capables de mieux répartir leur temps de travail et de prendre du temps en matinée, en début d'après-midi pour avoir une pratique sportive, avoir une meilleure qualité de vie. Et nous, on est vraiment les réceptacles de cette évolution-là. On a des gens qui, arbitrairement, ont décidé de poser une demi-journée toutes les semaines, le jeudi, pour venir faire leur partie de paddle de 2 heures. Donc, il y a à la fois la popularisation, le changement des rythmes de vie, et on est... alors moi, j'ai tendance à dire qu'on va rentrer dans une société post-travail, sans doute, plus de loisirs. Je ne connais pas les contours précis de ce qui va se passer, mais je pense que tout ce qui est loisirs, sport, escalade, paddle, tout ça, ça va sans doute continuer à se développer, la pratique. De toute façon, il y a une étude de Deloitte qui est sortie l'année dernière. Les prévisions sur la pratique du paddle, c'est 3 fois plus de pratiquants en 2026. Donc ça laisse encore beaucoup de marge de manœuvre pour créer des centres. Ça fait la transition parfaite vers ma prochaine question. Est-ce que tu n'as pas peur qu'à un moment donné, ça s'essouffle et ça devienne un peu un effet de mode à la manière d'un five, où à l'époque, moi je me souviens quand j'avais 16-17 ans, allez hop, on va faire un five, les petits jorquis ou même les foot five, qui aujourd'hui, quand on voit, il y a des centres qui ont five et paddle, typiquement vers Grenoble, vers Olympia. Ils sont en train de faire une transition. Les five, je suis allé à un tournoi il n'y a pas longtemps. Les five, c'était vide et tous les paddles étaient remplis, quoi. À Strasbourg, il y a le five qui est devenu un fort paddle. Ouais. Ils ont enlevé tous les terrains de foot. Et du coup, tu n'as pas peur que ça fasse pareil le paddle dans 10 ans, peut-être ? Alors, on revient sur ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas souvent peur. Ouais. En fait, ça peut être un phénomène de mode. Il ne faut pas l'exclure. Tu vois, c'est à la limite pas très grave. Il faut quand même savoir qu'en Espagne, ça existe depuis 25 ans. Oui, mais toi, en Suède... 4 ou 5 millions de pratiquants. En Suède, c'est pour moi un autre phénomène. Ce n'est pas un problème de mode. C'est qu'en fait, ils ont construit des centres de 30 terrains. Ouais, c'était trop de densité de terrain par rapport à la population, même s'il y a plus d'un quart de la population de Suède qui a joué au padel. Ils avaient plus de terrain qu'en France avec 10 fois moins de population. Donc il y a un moment où l'équilibre, il peut pas tenir, ça c'est sûr et certain. Moi, mon modèle, c'est d'être propriétaire des bâtiments. Alors c'est un peu prétentieux, mais à l'origine, Esprit Paddle, c'est un projet patrimonial. Pourquoi je te raconte ça ? C'est que si par hasard le paddle est une mode et passe dans 5-10 ans, en gros, je démonte les terrains, soit je reloue le bâtiment, soit je mets autre chose dedans. Tu vois, je suis je suis passionné de paddle, je m'intéresse fort au sujet, je trouve ça fascinant de voir un sport se développer, peut-être arriver au JO dans 4 ans, enfin on ne sait jamais de ce qui va se passer. Mais après, il faut être pragmatique. S'il faut que le bâtiment qui accueille actuellement Esprit Paddle devienne un laser game ou une nouvelle pratique sportive, ou alors un local d'activité, il faut rester... Tu vois, je ne vais pas me battre contre vents et marées. Le bâtiment d'Esprit Paddle, il a été conçu, on a eu la chance de pouvoir construire le bâtiment. Donc on a acheté le terrain, construit le bâtiment. Il a été très très optimisé pour accueillir le maximum de terrain par rapport à l'unité de surface. L'autre priorité, c'était qu'il soit recyclable. Recyclable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire demain, ça ne marche pas, on démonte tous les terrains. Il y a une porte sectionnelle, une deuxième porte sectionnelle. Une industrie peut louer. Ou... Voilà. Là, je pense qu'il faut éviter de s'enfermer dans un corner où tu es contraint de continuer ton activité même si elle ne fonctionne pas. C'est plutôt dangereux. Super intéressant. Dans le cadre des tournois, donc tu organises beaucoup de tournois tout au long de l'année. Ouais. Et tu utilises pas mal quand même les réseaux sociaux, notamment pas mal de diffusion live, pas mal de choses comme ça. Pourquoi tu mets ça en place ? C'est quoi ton objectif derrière tout ça ? Alors, l'objectif de la communication autour des tournois, d'abord, c'est informer qu'il y a un tournoi. Donc ça, c'est un premier événement. Ensuite, quand c'est
un tournoi de taille importante, on va dire 1500, 1000, 1500, voire 2000, il se trouve que maintenant, il y a une population de joueurs, de passionnés qui ont envie de voir la pratique sportive parce que c'est très impressionnant, parce que c'est très sympa, parce qu'ils connaissent François Autier, qui est le prof du club et qui joue très bien au paddle, ils ont envie de venir le voir. Donc, on communique pour leur dire, les gars, venez, il va y avoir des matchs de fou, venez voir ce qui se passe. Donc ça, c'est une première raison. Ensuite, tu parlais des lives, mais il y a des gens qui ne peuvent pas venir. Et la consommation de paddle sur les tournois, elle augmente, les gens ont envie de voir ce qui se passe, demandent le score et tout ça. Donc en fait, on fournit un service qui permet à la communauté paddle de voir qu'Esprit Paddle est actif dans le monde du paddle. Ça, c'est aussi très important, évidemment, avec une aussi bonne qualité de diffusion que possible. Et on leur rend un service en montrant ce qui se passe au club. Bien sûr, dans la communication qu'on en fait et les partenaires qu'on essaie de trouver, parce qu'il y a quand même un enjeu de partenariat permanent avec un club de paddle comme ça, c'est on va voir nos partenaires qui sont présents sur nos cours avec les tours de terrain ou sur les bâches au fond des terrains. Et on leur dit, là, on va faire un tournoi où pendant 3 jours, vous allez diffuser H24 sur Twitch et sur nos réseaux. Vous allez avoir une super visibilité. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous accompagner sur un budget à définir ensemble et tout ça? Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Ensuite, dans la communication post-tournoi, parce que c'est quelque chose qu'on met de plus en plus en place, c'est pour remercier les joueurs qui viennent jouer chez nous. On fait un tableau des vainqueurs de la semaine ou du mois. On va mettre sans doute en place un top vidéo sur les plus beaux coups, les plus belles gamelles et ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec des cadeaux. Et donc, en fait, on les remercie d'être venus en diffusant leur image. Les gens sont réjouis de savoir, d'être reconnus. Et d'ailleurs, on a fait aussi une OP cette année. On a fait un t-shirt des vainqueurs de tournois. Oui, j'ai vu sur Facebook. Ouais. Les gens adorent, je te jure. Et donc, ça flatte leur ego. Et c'est un signe d'appartenance, de reconnaissance qui est super important à une communauté. Ouais. Ça, c'est très important. Le côté pratique du paddle, les gens se sentent encore pionniers dans la pratique du paddle. Et en gros, si tu t'occupes bien de tes clients, tu les valorises et tu parles d'eux, ça va être tes premiers ambassadeurs. Ils vont aller faire découvrir à leurs potes, les potes de potes, ils amènent 3 personnes. Et en fait, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place. Donc moi, mon idée, c'est encore une fois, on revient sur cette notion de service, d'accueil. Ouais, on est reconnaissant que les gens viennent jouer chez nous. Moi, je suis toujours super content. L'autre fois, j'étais en train de jouer sur le terrain 6. Donc, on avait la grande diagonale du club. Il était jeudi 14h. Tout est plein, ça rigole, ça joue. Donc moi, j'ai envie de remercier les joueurs. Parlant de communication, vous mettez en place du coup pas mal de choses malgré tout. Est-ce que tu as une stratégie à proprement parler ou est-ce que c'est dans les tuyaux avec le potentiel développement des nouveaux centres à venir? Comment tu vois les choses par rapport à tout ça? Et du coup, aujourd'hui, qui s'occupe de la communication? Tu le disais en début, ça prend du temps, c'est assez chronophage. Absolument. Comment tu structures un petit peu tout ça et comment tu vas le faire demain avec le développement de toutes les structures? Alors, c'est un vrai enjeu et il y a plusieurs réponses à ta question. Pour le club, avoir une stratégie pour Esprit Paddle, Saint-Priest, avoir une vraie stratégie de communication, c'est, je pense, pas très utile. Je suis un peu désolé, on parle du taux d'occupation. En fait, si tu vas stimuler des clients, parce que pour les faire venir au club et qui ne peuvent pas réserver, tu crées que de la frustration. Ouais. Et du coup, c'est contre-productif. Nous, on reçoit des coups de téléphone qui nous disent « Votre application, elle ne marche pas, on ne peut jamais réserver ». Et on leur dit « Si, elle fonctionne, mais en fait, il n'y a pas de terrain ». Du coup, montrer ce qu'on fait à l'intérieur en ce moment. Donc, c'est Léa Sage, qui est une alternante qui bosse sur la communication chez nous. On a eu un angle d'attaque porté sur justement la reconnaissance des joueurs qui viennent faire les tournois et aussi sur la proximité. Là, cette année, moi, j'ai envie de valoriser sur le terrain les gens qui viennent jouer, qui boivent un coup. Mais du coup, on quitte la
la sphère compétition pour aller plutôt vers la sphère loisir en faisant des stories. Tu vois, c'est vraiment, encore une fois, les gens sont super contents de voir qu'on les montre en train de jouer, de s'amuser, tout ça. Donc ça, c'est pour la club, mais du coup, on n'a pas de stratégie pour attirer du monde. Plutôt une stratégie de fidélisation, finalement, Exactement. de valorisation des clients. C'est tout à fait l'idée pour Esprit Paddle, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'attirer du monde. Pour Fin de Piste, qui est notre resto, là, c'est une dynamique qui est très différente. On s'aperçoit que l'année dernière, on a travaillé avec une société qui s'appelle Talk, qui était une boîte qui faisait de la gestion de réseaux sociaux pour les restaurants, très spécifique. Ils organisaient un shooting photo 2 fois par an, ils préparaient les posts sur 6 mois, et on est remonté très fort en référencement sur Google, sur Insta, et on a eu un vrai flux de clients entrants qui nous avaient repérés grâce à ces réseaux-là. Cette boîte a fait faillite. Ah merde. Pas de chance. Mauvais choix. Et on a arrêté de communiquer parce qu'on a été très pris par différents éléments de cette année. Et en fait, on s'aperçoit que la gestion du restaurant sur les réseaux sociaux est indispensable. Et elle est très chronophage puisqu'il faut avoir un post tous les 3 jours pour continuer à remonter. Il faut gérer Google Business. Donc là, on est en train de se rapprocher de différentes sociétés pour prendre la place de Talk, pour avoir une gestion. C'est Léa qui va gérer la relation avec la boîte, qui va faire chef de la projet. Voilà, exactement. Okay. Donc c'est plutôt intéressant, valorisant pour elle, je pense. Et nous, on aura une quasi-mécanisation de la communication sur la partie restaurant, sur les plats, sur le chef, sur ces éléments-là. Les clients. On est en train de monter un site internet spécifique pour le restaurant, complètement détaché d'Esprit Paddle, où on ne communique pas du tout sur le paddle, pour montrer qu'on a un vrai restaurant. Parce que je pense qu'on a un vrai truc à jouer autour de là, en plus, il y a beaucoup de boîtes dans le coin, quoi. Donc, ça, c'est pour la partie vraiment club plus restaurant. Esprit Paddle Shop, oui, là, on communique énormément et la stratégie, elle est définie par Geoffrey, mais je t'invite à l'inviter. Oui, à le faire venir. Il sera, quand il répond, il est débordé, il ne répond pas. Il était en vacances la semaine dernière, donc c'est peut-être pour ça qu'il ne t'a pas répondu. Les enjeux d'un site internet sont évidemment très différents, puisque là, tu as besoin d'un flux de personnes continu, évidemment. On connaît notre taux de conversion, donc on sait... Faites beaucoup d'ads. Oui, ça nous coûte assez cher. Donc chez Google, chez Facebook, donc on a une politique d'acquisition, de production de contenu, de vidéos, YouTube, maintenant on les voit apparaître. Et on trouve que c'est intéressant parce que ça crée du référencement long terme. Ça crée un vrai actif aussi c'est hyper pour important. l'entreprise. Ouais. Typiquement, faire une vidéo où tu montres comment changer un surgrip, ça a l'air complètement insignifiant pour toi et moi parce qu'on sait comment faire, on est là-dedans depuis des années. Il ne reste pas moins que YouTube, par exemple, c'est le 2e moteur de recherche. Donc les gens qui tapent changer un surgrip, si tu bosses bien sur ton référencement, tu sors et du coup ils sont dans l'univers Esprit Paddle Shop. Et sans doute, ils iront acheter à cet endroit-là. Ça, c'est un axe de développement très fort. Et ensuite, il y a la dimension groupe. Oui, parce que demain, si tu vas créer plusieurs centres, par exemple... Si c'est un centre qui reste dans la région lyonnaise, on peut compter sur la force d'Esprit Paddle. Il n'en reste pas moins qu'il faudra faire une communication locale. Donc oui, il faudra avoir une stratégie. Le paddle est plus connu qu'à l'époque. Comment tu les fais venir? Une politique promotionnelle. Il y a des enjeux à faire. Si tu te lances dans une franchise... Là, à partir du moment où tu lances une franchise, en fait, tu as un devoir d'organiser la communication pour tes franchisés. Et donc là, on va rentrer dans une dimension qui sera très, très différente. Et je pense qu'on ne pourra pas bosser comme on le fait actuellement. Il faudra faire appel à quelqu'un qui gérera effectivement la communication à une échelle nationale. Venez au centre de Strasbourg et... vous rentrez dans l'univers Esprit Paddle, l'heure gratuite, les animations, tout ce qu'on connaît, tu vois. Et ça, il faudra qu'on le prévoie une fois qu'on aura des centres à distance, si ça se produit, et ce qui n'est pas sûr. Mais, voilà. Ton métier, il a beaucoup évolué depuis le début. Moi, je me souviens de toi qui était à l'accueil, qui servait les bières, qui faisait le service, qui faisait même serveur à l'époque au restaurant à l'époque.
Et là, du coup, je suppose qu'avec la multiplication des sociétés, ton métier il est en train d'évoluer. Comment tu arrives à jongler? Comment tu te structures? Est-ce que tu t'associes? Tu mets à chaque fois une personne qui gère chaque structure? C'est quoi un peu l'organisation que tu mets en place? Parce que tu peux pas être partout, je suppose. Malheureusement. Donc voilà, c'est quoi ton organisation actuellement avec les différentes structures et avec les futures à venir? Alors, mon organisation, elle est assez simple et le plus gros challenge, c'est la ressource humaine, évidemment. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, ce qui a le plus changé en fait depuis l'ouverture du club, c'est pas mon changement de fonction, parce que tu vois, je te disais tout à l'heure, j'étais à l'accueil hier. C'est assez sympa, les gars sont contents de me voir et moi je suis content de les revoir aussi. C'est trouver les bonnes personnes pour le bon poste. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et quelque chose que j'ai jamais fait. Donc c'est aussi une découverte complète. J'essaie de me faire accompagner pour progresser sur la gestion des ressources humaines, sur le management, sur comment tu trouves la bonne personne pour le bon endroit. Donc en termes d'organisation, c'est assez simple. C'est chaque centre a un directeur d'exploitation. Ok. Voilà. Qui est salarié Oui, moi je salarie tout le monde. Ouais, ok. Autant que possible en CDI pour assurer. J'aime bien cette idée. C'est peut-être mon résidu d'expérience de chercheur qui fait que j'aime bien que les gens soient dans un cadre où ils se sentent suffisamment bien pour donner tout ce qu'ils ont. C'est pas toujours pertinent, mais c'est comme ça que je fais. Donc oui, le directeur d'exploitation est salarié et ensuite il gère une équipe. Il gère une équipe de 3-4 personnes pour faire l'accueil, la communication et la commercialisation des offres. Et ensuite, il y a un pôle sportif où il faut un directeur sportif qui gère les profs. Donc ça, c'est ce qui se passe à Esprit Padel. Dans le cadre de la création d'un club dans la région lyonnaise, en fait, on va créer des fonctions support, évidemment. Ça veut dire qu'il y aura un directeur d'exploitation, les personnes qui gèrent l'accueil, mais le directeur sportif, il doit être en mesure de gérer les profs de padel sur 2-3 centres, X centres. Là, il y aura besoin de formation. Donc, il y aura sans doute quelqu'un qui viendra former les intervenants, enfin les salariés, comment accueillir une personne, comment utiliser le logiciel, comment gérer les problématiques qui sont liées aux erreurs de réservation, la communication. On en parlait, c'est aussi une fonction support. Donc, ça veut dire que la personne qui sera en charge de la gestion de la communication, ça sera au-dessus des deux clubs, on va dire. Tu vois, on peut créer une pyramide qui permet d'optimiser le travail de chaque personne. On parlait de fin de piste. Il y aura aussi un restaurant dans les prochains centres parce que je pense que c'est ce qu'il faut proposer aux personnes. On aura sans doute besoin de mettre en place la même mécanique. Donc, la personne devra gérer une boîte qui fera la communication sur les deux centres. Les offres commerciales, donc le commercial, on peut imaginer aussi. Qui travaille pour support. Plusieurs, ouais, bien sûr. Voilà. Et là, ça te permet d'optimiser ta structure de coûts, évidemment, et aussi l'expérience, tu crées un réseau et tout ça. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Après, les questions qui se posent, c'est est-ce qu'il faut intégrer une compta? Tu vois, 2 centres, ça suffit pas. Il y a plein de questions qui se posent après sur le fonctionnement. Mais moi, mon idée, c'est de verticaliser en mettant des gens très capables sur la partie accueil. Je pense que c'est vraiment ça qui est super important. Là, on fait des efforts depuis 2 ans avec Alexis qui gère le centre de Saint-Priest, vraiment pour que les personnes qui sont à l'accueil soient verts et jaunes. Soient vraiment contentes, péchues, comment tu vas, connaître le nom des personnes. Souriantes, ça joue beaucoup. La situation de famille. Tiens, ta femme, elle a fait un tournoi, comment ça s'est passé? Oui, on a un club. Et je pense que cette dimension de club, il faut qu'elle soit poussée à fond. Tu appartiens, on revient sur l'idée de communauté, tu appartiens à une communauté, on te reconnaît, on te connaît. C'est aussi pour ça que j'aime bien embaucher les gens en CDI, parce que je pense que le travail sur le long terme est super important. Typiquement, nous, nos clients, on a des clients qui sont là depuis très longtemps, et en fait, ils sont rassurés d'avoir quelqu'un qui les connaît, qu'ils connaissent, et alors bien sûr, il y a des inconvénients parce que tu crées une relation assez intime avec les gens que tu vois régulièrement et du coup, ils ont tendance à t'envoyer des messages. Tu vois, à minuit, pour réserver un terrain ou ouvrir une partie. Donc là, on est en train de structurer, on a un téléphone portable dédié à l'accueil
pour avoir le droit à la déconnexion. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Mais oui, parce que si tu sur WhatsApp, et ouais, ça peut être compliqué de déconnecter. Donc on a moi, le premier, des fois, je pro. me souviens que je te sollicitais des fois le week-end ou quoi. Moi, je continue à répondre à des personnes qu'on connaît depuis super longtemps parce que c'est comme ça. mais tu vois, c'est des gens que j'aime bien, voir avec qui je joue et tout ça. Et je peux pas les envoyer péter. C'est pas possible. Mais par contre, comme il y a beaucoup de nouveaux entrants et qu'on met en place des outils qui permettent de les gérer de manière différente, en fait, les gens entrent dans un système qui évolue aussi et qui permet à mes employés d'être plus sereins, de plus avoir de coups de téléphone quand ils ne sont pas au boulot et tout ça. Il ne faut pas oublier cette dimension. Alors, du coup, tu as la relation personnelle des gens que tu connais depuis longtemps, mais je pense que c'est quelque chose qui va se cadrer progressivement. Moi, comme je te le disais tout à l'heure, j'aime vraiment bien expérimenter. Au début, le téléphone du club, il ne servait à rien. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des coups de téléphone, il y a des messages. Et du coup, nous, on arrive à avoir moins au niveau perso d'interaction intempestive, j'ai envie de te dire. Bah écoute, Sébastien, on a fait le tour de toutes les questions. C'était bien sympa. Tu vois, tu avais peur que ça dure trop longtemps. Tu me disais 2 heures. On en est à 49 minutes 25 d'enregistrement, mais on a commencé avec 2 minutes. L'enregistrement avait déjà commencé depuis 2 minutes. On a été bon. Tu as été très bon, super intéressant. En tout cas, bravo pour cette volonté d'avancer et de toujours faire évoluer, parce que tu pourrais aussi très bien te contenter de ce que tu as actuellement. Mais tu as raison. Tu sais que je me pose la question aussi. Et pas mal de gens me posent la question, c'est pourquoi continuer ? Ouais. La curiosité. Non, mais franchement, c'est trop bien. Puis, plaisir d'une prochaine partie ensemble. Avec plaisir, carrément. Et écoute, merci beaucoup Sébastien. Passez une bonne journée, belle écoute. Et puis, on se retrouve dans une dizaine de jours pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.